Heureuse de vous retrouver à l'actualité environnementale de ce lundi 25 septembre. Voici les titres. Dans ce journal, nous verrons la nouvelle ambassadrice de l'environnement 2023. Elle a été couronnée au cours d'une soirée riche en couleurs écologiques samedi dernier au Palais des Congrès de Lomé. Le gouvernement kényan et l'Union européenne ont alloué un fonds financier au comté de Nakuru et de Baringo dans le but d'atténuer les dommages des inondations qui continuent à s'abattre sur le pays. Et puis le Bénin avance progressivement dans la lutte contre la pollution. Ainsi, 123 tonnes de déchets électriques ont été collectées et recyclées par la société de télécommunications MTN et le fournisseur de solutions technologiques suédois. Les détails dans ce journal. C'était les titres. Bienvenue. La lutte pour la cause environnementale connaît une nouvelle ambassadrice. Missifa Daoussou est son nom. Elle vient d'être couronnée le samedi 23 septembre à l'issue d'une belle soirée riche en beauté et en couleurs de l'écologie. Viva Samana et Emeka Gatier étaient au Palais des Congrès de Lomé pour nous faire vivre cet événement suivant. Les rideaux sont tombés à l'aube de ce dimanche 24 septembre sur la 3e édition du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Au terme d'une soirée aux couleurs écologiques qui a duré 6 heures de temps au Palais des Congrès de Lomé, c'est mademoiselle Missifa Afi Daoussou qui a été consacrée par le jury pour prendre le relais dans la lutte de la protection de l'environnement. Je remercie tout d'abord le bon Dieu. Mes salutations vont également à l'endroit du comité d'organisation et du gouvernement. Je suis vraiment comblée car c'est ma passion depuis toute petite et j'aimerais faire de cette passion une réalité. Et je félicite également toutes les candidates qui ont participé. Elles n'ont pas démérité. Gagner la couronne ou pas, nous sommes toutes ambassadrices. Mon projet vise à travailler la mentalité des gens, à demander l'avis des gens sur comment nous allons éradiquer la pollution plastique au Togo. Parce que nous remarquons que chaque fois on leur dit ne jetez pas les sachets plastiques par terre. Pourtant on leur en donne beaucoup plus. Et j'aimerais qu'à travers mon projet, on leur demande qu'est-ce qu'on va faire. Et avec ces idées réunies, on peut trouver une solution adéquate pour pouvoir éradiquer la pollution plastique au Togo. Après les passages en différentes tenues, allant de la tenue militaire à la tenue traditionnelle en passant par l'habillement écologique, les 20 candidates ont été réduites à 10 dans un premier temps avant que le suspense ne soit levé aux premières heures du dimanche. Un résultat apprécié par le parrain de l'événement. Nous avons assisté à une soirée magnifique et nous avons souvent soutenu des initiatives de ce genre parce que nous estimons que le combat pour la lutte contre les changements climatiques ne peut être efficace que lorsque toute la population est mobilisée, c'est-à-dire les jeunes, les femmes et tout le monde. Et nous sommes heureux de constater que tous les jeunes s'approprient ce combat-là. Nous félicitons l'ambassadrice qui en est sortie. Parrainé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et celui des Sports et des Loisirs, cette 3e édition se termine sur une note de satisfaction pour les organisateurs. La femme est la première victime des effets néfastes des changements climatiques. Donc pour moi, ça est devenu un défi, c'est devenu un challenge de pouvoir mettre des initiatives à la base afin de pouvoir permettre une forte implication à la femme dans les décisions ou dans les projets environnementaux. Je peux dire que je termine cette édition sur une note satisfaisante parce que c'est un défi de pouvoir donner encore du plaisir au public tout en sélectionnant les meilleures idées innovantes afin de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à lutter contre les changements climatiques tout en impliquant la jeune fille au centre. Donc le public togolais a encore répondu à l'appel ce soir. Et je suis très fier de ce public-là et je suis vraiment reconnaissant de leur soutien et de leurs apports à notre niveau. Débuté par l'exécution de l'hymne national, cette soirée a connu plusieurs prestations d'artistes togolais et groupes folkloriques et humoristiques. Missifa Daoussou porte désormais le flambeau de la lutte environnementale dans un monde en proie au changement climatique. Elle sera secondée dans ce combat par 2 promotrices afin de contribuer à un environnement plus sain à l'avenir, comme l'a souligné la marraine de cette édition, la ministre des Sports et des Loisirs, Madame Lydie Bessi-Kama, lors de son allocution au début de la soirée. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
Une étude menée par des chercheurs corrobore l'hypothèse des inondations causées par le réchauffement climatique dû aux activités humaines. Ces événements météorologiques ont généré 40% de pluies supplémentaires en Grèce et 50% supplémentaires en Libye. Léonce Sabo. Les inondations en Grèce et en Libye sont liées au réchauffement climatique, ont affirmé des chercheurs grecs, britanniques, néerlandais et américains. Ils ont en effet calculé et révélé que les inondations en Grèce, Turquie et Libye sont dues au réchauffement climatique généré par les activités humaines et les événements météo. Ceci n'était qu'une hypothèse, mais des chiffres viennent de la corroborer avec cette conclusion publiée le mardi 19 septembre par les scientifiques du World Weather Attribution Group. Ceux-ci affirment que le réchauffement climatique a rendu les inondations 10 fois plus probables en Grèce, Bulgarie et Turquie et 50 fois plus en Libye. Ces scientifiques ont étudié comment la tempête Daniel s'est comportée dans le climat, en l'occurrence dans un monde réchauffé de 1,2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Ils ont également analysé ces événements dans le contexte météorologique des années 1800 où les émissions de gaz à effet de serre n'étaient pas encore des couvertures chauffantes pour la planète. Des études similaires précédentes ont montré que des mers et des océans plus chauds s'évaporent davantage et peuvent transformer ces tempêtes classiques en phénomènes plus dangereux. Ces chercheurs soulignent aussi que le dérèglement climatique n'est pas à lui seul responsable de ce lourd bilan, car ils sont aussi en lien avec la vulnérabilité des infrastructures. Comparé à la Grèce, dont les villes touchées se situent en zone inondable, la Libye, par le manque d'entretien des barrages qui se sont effondrés, a contribué à l'aggravation des dégâts. Il faut noter que les inondations ont fait une trentaine de décès en Grèce, Bulgarie et en Turquie. Mais pour la Libye, l'ONU évoque plus de 11 000 morts. Pour finir, ces études faites révèlent aussi que ces pluies particulièrement violentes et exceptionnelles tombées en Libye ne risquent de se produire qu'une fois tous les 300 à 600 ans. En revanche, ceux de la zone Grèce, Bulgarie et Turquie peuvent subvenir environ tous les 10 ans, d'où l'urgence de renforcer les infrastructures. Après une série de 3 ans de sécheresse dévastatrice, la Corne de l'Afrique fait face aux fortes précipitations supérieures à la moyenne. Ainsi, le gouvernement kényan et l'Union européenne ont octroyé un financement de 700 millions de shillings aux comtés de Nakuru et de Baringo dans le but d'atténuer les dommages causés par ces inondations et venir en aide aux populations. Les détails dans ce commentaire. Les comtés de Nakuru et de Baringo recevront un financement conjoint du gouvernement kényan et de l'Union européenne d'une valeur de 700 millions de shillings pour atténuer les dommages causés par les lacs de la vallée du Rift dont les eaux ont atteint des niveaux sans précédent. Dans le sillage de leur gonflement, les eaux des lacs ont détruit des écoles, des centres de santé, des installations de débarquement et de transformation de poissons. Selon un rapport d'une équipe de chercheurs mise en place par le gouvernement pour étudier les effets de 17 lacs, l'État aurait besoin de 14 milliards de shillings supplémentaires pour atténuer les dommages. Les conclusions du groupe de travail ont révélé que certains lacs ont enregistré une augmentation du niveau d'eau de 187% et qu'ils couvrent 110 000 hectares de terre. Des précipitations extrêmes sur les bassins du versant sont des facteurs de ce phénomène climatique lié au réchauffement de la planète. Selon Juliana Ruto, représentante de la GIZ au Kenya, l'agence allemande apprécie et célèbre les efforts collectifs des parties à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. La région de la Corne de l'Afrique, frappée par une sécheresse depuis 3 ans, pourrait connaître de violentes inondations dans les mois à venir. D'octobre à décembre prochain, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, prévoit avec une probabilité de 80% des pluies plus abondantes dans le sud de l'Éthiopie, l'est du Kenya et le sud de la Somalie. Dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale des entreprises au Bénin, la multinationale des télécommunications sud-africaine MTN et le fournisseur de solutions technologiques suédois Ericsson annoncent avoir collecté et recyclé depuis 2 ans 123 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Le point avec Alessandra Adekombi. Au Bénin, les vieux ordinateurs et téléphones portables ont désormais une seconde vie après leur utilisation. Entre 2021 et 2023,
123 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés et recyclés dans plusieurs villes, notamment à Cotonou et dans la capitale Porto Novo, qui concentre 34% des Béninois qui ont accès à Internet au quotidien. L'initiative a été menée dans le cadre du programme de reprise des produits du fabricant d'appareils suédois Ericsson, en partenariat avec la filiale de l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies prévoit que le volume des déchets électroniques atteindra jusqu'à 114 millions de tonnes d'ici à 2030 au Bénin. C'est 20 fois plus que les 2,9 millions de tonnes que le continent a générées en 2019. Face à ces chiffres alarmants et qui ne risquent pas de diminuer à cause de l'augmentation des ventes d'appareils, d'autres pays comme le Rwanda misent davantage sur la sensibilisation des utilisateurs. En 2022, une campagne lancée par le gouvernement rwandais en partenariat avec le programme des Nations Unies pour l'environnement a permis aux habitants de Kigali de savoir que les smartphones contiennent des produits chimiques dangereux, à l'instar du plomb qui a des effets toxiques sur le système immunitaire humain et pollue l'environnement. Un grand nombre d'éléphants du plus grand parc national du Zimbabwe se déplacent vers le Botswana voisin à la recherche de l'eau. Selon les autorités du parc et de la faune du pays, cette migration de masse est due aux effets du changement climatique. Regardez. De nombreux animaux se déplacent du parc national d'Owonge au Zimbabwe vers le Botswana. Le parc national d'Owonge couvre une superficie de plus de 14 600 km² et abrite environ 50 000 éléphants. Les points d'eau se sont asséchés et les animaux sont à la recherche d'eau et de nourriture. Éléphants, buffles et d'autres espèces d'animaux présents dans le parc sont en migration massive. Selon le porte-parole de l'autorité des parcs et de la faune du Zimbabwe, Tinashe Farao, la migration de la faune sauvage entre le parc national d'Owonge et du Botswana n'est pas rare, mais cette année, cette migration s'est produite trop vite à cause de l'augmentation des pénuries d'eau causée par le changement climatique. Les mouvements massifs d'animaux sauvages pourraient entraîner une augmentation des conflits entre les humains et la faune sauvage lors de leur passage dans les zones peuplées du Zimbabwe. Les éléphants ont tué au moins 60 personnes l'année dernière, selon les chiffres du gouvernement. Pour rappel, le Botswana abrite environ 130 000 individus, soit la plus grande population d'éléphants au monde. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC a classé l'Afrique australe comme une région à risque, car cette région est confrontée à des risques accrus de chaleurs extrêmes et à une diminution des précipitations dues au réchauffement climatique. En Ouganda, la culture de vanille, qui était autrefois florissante sur le plan économique, connaît aujourd'hui une chute. Dans le but de protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement de ce pays a mis en place des mesures afin de relever les défis de la commercialisation de cette épice. Suivant. Depuis des années, la culture de vanille a un immense succès en Ouganda. Mais aujourd'hui, ce secteur agricole n'étant plus florissant, les agriculteurs se demandent si le jeu en vaut la chandelle. Lorsque Dan Mukasa s'est lancé dans la culture de vanille en 2018, il misait sur l'espoir de gagner de l'argent. Cette épice se vendait à l'époque à $80 le kilogramme, mais il savait aussi que ce prix pouvait être multiplié au fil des années. Lorsque j'ai débuté, je pensais vendre le kilo à $6. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planter. Mais j'ai commencé tout petit avec 5 plantes environ. Et avec le temps, c'est devenu une plantation. Pour protéger les cultivateurs de vanille, le gouvernement a commencé à déclarer la période de récolte, une période probable qui tient en compte des tendances dans les différentes régions du pays. Les gousses de vanille mûrissent dans l'ouest du pays et la période officielle de récolte a débuté le 17 juillet. La date que nous fixons n'est pas absolue. Il s'agit d'une estimation. Il n'est pas possible d'avoir une date unique pour tous les producteurs du pays, car nous avons différentes régions agronomiques. Les exportateurs locaux s'inquiètent de la diminution et de l'homogénéité de la qualité, ce qui réduit la demande de vanille ougandaise au niveau mondial. La période de récolte désignée par le gouvernement peut offrir un certain niveau de sécurité, mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant.
Oui, il est possible de récolter maintenant, mais c'est aussi la période ouverte pour vendre. Ce qui nous rend vulnérables au vol, puisque personne ne va demander aux voleurs d'où provient leur marchandise. Mais avant, ce n'était pas n'importe qui pouvait vendre de la vanille. Mais maintenant, lorsque la commercialisation commence, tout le monde peut en vendre, peu importe la provenance. Les statistiques gouvernementales montrent que le pays a exporté de la vanille pour une valeur de 11 millions de dollars depuis la fin 2022. Si l'on cumule la production de Dan et celle de tous les agriculteurs ougandais, le pays se classe au deuxième rang des exportateurs de vanille sur le plan mondial après le Madagascar. Récompensée pour son parcours exceptionnel, notamment dans les recherches sur l'environnement, Sandra Lavorel recevra une médaille d'or 2023 du Centre national de la recherche scientifique. Elle est titulaire d'un doctorat en écologie et sciences de l'évolution et a participé à plusieurs projets du centre en tant que chercheuse. Léon Sago nous en parle. L'écologue Sandra Lavorel reçoit la médaille d'or 2023 du CNRS, Centre national de recherche scientifique. Cette récompense est annoncée par le dit centre dans un communiqué le jeudi 21 septembre dernier. Cette médaille d'or du CNRS est créée en 1954 et distingue, je cite, des carrières scientifiques ayant contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. En lui décernant ce prix, le CNRS rend hommage à son parcours éminent et excellent. Il est à noter que Sandra Lavorel est une spécialiste du fonctionnement des écosystèmes avec une carrière de chercheuse depuis 30 ans. Elle a joué un grand rôle dans les travaux sur la contribution de la biodiversité à la vie humaine et sur les impacts sociétaux et économiques de ces altérations par les changements environnementaux. Elle travaille également autour du projet WARM qui étudie l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines. Ce sont des dispositifs installés à 2400 mètres d'altitude. Ils réchauffent l'air de quelques degrés par rapport à l'extérieur pour étudier leurs conséquences sur l'écosystème. Rappelons que cette grande chercheuse, née à Lyon en 1965, est entrée au CNRS en 1994 et est membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Elle est titulaire d'un doctorat en écologie et sciences de l'évolution, plus précisément spécialiste du fonctionnement et de la dynamique des écosystèmes. Pour Antoine Petit, PDG du CNRS, elle mène des recherches qui œuvrent à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux contemporains et à venir. La médaille et une dotation de 50 000 € lui seront remises officiellement le 20 décembre 2023 lors de la cérémonie à la Maison de Chimie à Paris. Toujours en France, parmi les espèces qui ravagent les cultures, figure le ragondin. Cette espèce de rongeur, appréciée par les enfants, cause d'énormes dégâts aussi bien que pour l'homme que pour la nature. Des chercheurs étudient son mode de vie et mettent en place des procédés pour l'éradiquer de l'Hexagone. Retrouvons Viva Samana dans ce commentaire. Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin est un rongeur qui s'est bien adapté au climat hivernal de l'Hexagone. Dans un parc au cœur de la ville de Marseille, il est facilement reconnu par les enfants et apprécié par les visiteurs. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. C'est à regarder, c'est à voir. Ça occupe bien les enfants en fait. Regardez, ils sont calmes et du coup, ils regardent les animaux, ça fait toujours plaisir. Très amusant, mais le ragondin est très dangereux car son urine par exemple diffuse de la leptospirose qui est une maladie potentiellement mortelle. En dehors de ça, il s'attaque aussi à la nature. Ils s'attaquent aux batraciens, ils s'attaquent aux nids d'oiseaux. Ils ont une alimentation, c'est des rongeurs, ça ronge perpétuellement, donc ça détruit toute la faune. C'est un véritable nuisible. Autrefois très apprécié, le ragondin aime se réfugier dans les zones humides et se reproduit très vite. Un couple de ragondins donne naissance à 10 petits à la première année, mais à la seconde année, ils sont 90. Ces rongeurs creusent le sol et vont parfois jusqu'à dévaster les champs de maïs. Est-ce que les dégâts qui aujourd'hui peuvent être somme toute acceptés parce que ça représente qu'une petite partie, est-ce que dans 10 ans ce sera pas pire? Est-ce qu'on n'est pas au début d'une bombe à retardement? Pour limiter leur nombre, les autorités préfectorales de l'Hexagone autorisent les Français à les piéger et à les euthanasier. Au-delà de tout, les ragondins font l'objet d'une étude particulière en France. Les prédateurs ne sont pas présents comme c'est le cas dans son milieu naturel d'origine, qui est l'Amérique du Sud, où vous avez des caïmans, où vous avez certains grands prédateurs carnivores qui peuvent le réguler. Donc cette espèce, du coup, elle va augmenter.
Notons que le ragondin fait partie des 10% des 37 000 espèces exotiques dans le monde qui sont considérées comme invasives d'après l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Depuis novembre 2022, la planète compte 8 milliards d'êtres humains. Selon l'ONU, certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Il faudrait, selon eux, limiter la croissance mondiale pour éviter la catastrophe climatique. D'autres estiment que cela n'est pas la solution, que seul un changement de mode de vie permettrait de s'en sortir. Faut-il arrêter de faire les enfants pour sauver la planète? Les éléments de réponse dans ce commentaire signé Rafitou Bireko. La naissance d'un seul enfant dans un pays à forte émission de gaz à effet de serre comme les États-Unis générerait autour de 10 000 tonnes de CO2. Cela représente 5 fois les émissions produites par un parent moyen au cours de toute sa vie. Cette analyse a été menée par Martin Stick, maître de conférences en éthique à l'université de Bristol en Angleterre, et Félix Pinkert, professeur de philosophie morale à l'université de Vienne en Autriche. Compte tenu de l'impact potentiel sur le climat de la naissance d'un seul enfant, certains universitaires éthiques affirment qu'il existe des limites morales à ne pas dépasser lorsqu'il est question de la taille des familles. En règle générale, ils suggèrent de ne pas avoir plus de 2 enfants par couple, voire pas plus d'1. D'autres ont même affirmé que dans les circonstances actuelles, il serait préférable de ne pas avoir d'enfants du tout. Ces idées ont gagné du terrain grâce aux efforts de groupes militants tels que le mouvement Bevstrik et l'organisation caritative Population Matters Outre-Manche. Néanmoins, proposer des limites à la taille des familles reste pour beaucoup problématique, et ce pour un certain nombre de raisons. À cet égard, le philosophe Kul Kukla met en garde contre la stigmation. Poser une limite à la taille des familles pourrait impliquer que certains groupes qui ont ou sont perçus comme ayant plus d'enfants que la moyenne sont à blâmer pour le dérèglement climatique. Pour éviter l'aggravation des effets du changement climatique, les climatologues s'accordent sur le fait qu'il est urgent de parvenir à un niveau d'émission net nul. Les objectifs les plus couramment proposés pour atteindre ce but sont d'ici 2050 ou 2070. Dans de nombreux pays, ces objectifs ont été inscrits dans la loi. Plus de 1,7 trillion de dollars américains devraient être investis dans les technologies propres au niveau mondial cette année, ce qui représente de loin la somme la plus importante jamais dépensée pour l'énergie propre en une année. Malgré cela, la faisabilité d'un tel défi climatique suscite de nombreux débats. Les lumières de New York sont sous le feu des associations écologistes. La pollution lumineuse est au centre des débats de la semaine du climat qui se déroule dans la mégapole américaine. Des mesures sont adoptées, mais certains en veulent davantage. Rafitou Bireko. Chaque année, les personnalités du monde des affaires et les militants politiques se réunissent à New York pour discuter des centaines d'événements, notamment la crise environnementale. Lors de la semaine du climat, les lumières éblouissantes qui font de la ville de New York de ce qu'elle est ont fait sujet de débat. Ces lumières sont depuis longtemps une source de frustration pour les militants écologistes qui notent une contradiction avec l'esprit de sobriété énergétique incarné par cette réunion au sommet. Selon eux, les oiseaux sont victimes de ces lumières artificielles qui les attirent vers la ville pendant la nuit et qui s'écrasent contre les immeubles le jour car ils voient des reflets de végétation dans les vitres. À New York, nous avons 25 000 oiseaux qui meurent chaque année dans les collisions, a souligné Dustin Patridge, responsable de New York City Audubon, une association militant de la protection des oiseaux. Or, les graines qu'ils disséminent sont vitales pour la santé des écosystèmes et qui piègent le carbone du Canada, où ils commencent leur voyage jusqu'à leurs diverses destinations en Amérique du Sud. D'autres recherches ont mis en évidence des impacts potentiels sur la santé humaine comme le cas de cancer qui pourrait être lié à des perturbations du rythme circadien. Selon le ministère américain de l'énergie, l'éclairage extérieur aux États-Unis consomme assez d'énergie pour alimenter 35 millions de foyers pendant une année. Les estimations par ville sont difficiles à obtenir.
Mais il est clair que New York est l'une des plus mauvaises élèves en la matière aux États-Unis, pays qui, selon les chercheurs, gaspille beaucoup plus que l'Europe. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. Excellente semaine à tous.